Le Sénégal, situé à l'extrémité ouest du continent africain, est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, les deux Guinées au sud. Sa position géographique lui confère une ouverture sur le monde et une accessibilité facile. Plusieurs théories existent sur le nom du fleuve, mais l'une des plus répandues est qu'il provient de l'expression Wolof, Sunugal, notre pirogue. Mais avant l'esclavage, il y avait aussi des Noirs ici. Ça, je voulais dire qu'il y a de l'histoire ancienne qu'il faut connaître à partir des migrations, à partir de la mise en place des populations et ensuite à partir des États qui ont été créés dans cet espace de la Sénégambie. Des États, le Tekrou, avant le Tekrou, le Ghana, quand le Ghana a été, il y a le Tekrou, ensuite des États ont été créés un peu partout dans l'espace sénégambien. L'État du Waalo en fait partie, l'État du Kadior, l'État du Baol, l'État du Saloum. Donc nous avons connu des États, effectivement des États avec des institutions, parce que le Barak du Waalo était effectivement élu par un conseil des électeurs qu'on appelle le CEP Akbaor. Et dans ce conseil des électeurs, il y avait pratiquement toutes les couches sociales de la population. Donc nous avons connu des États, nous avons connu des institutions, nous avons géré, nous avons accueilli d'autres peuples. C'est le cas des musulmans. L'islam est très présent ici depuis le 8e siècle. Il y en a même qui disent que déjà, au moment où le prophète vivait, l'islam déjà avait pénétré le nord du Sénégal. Je vous parlais du Grand Wolof, c'est-à-dire comment il est divisé. C'est une question de diplomatie, d'accord, et de commerce. C'est très simple. Les Européens, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas directement sur le continent. Ils n'avaient pas la force de dominer nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer des postes de traite. Ils étaient sur la côte. C'est pourquoi vous entendez Saly, Port-Sudan, Rio Fresco, Gorée, Saint-Louis, Matam, etc. Vous comprenez? Et donc, ils étaient sur la côte. Et à partir de là, ils établissaient des contacts avec les populations à l'intérieur. En contrepartie, pour diviser un royaume, d'accord, comme le Grand Wolof, c'est très simple. C'est de diviser les princes héritiers. Si donc vous êtes à Joal, vous vous intéressez à quelle zone? D'accord? C'est le Sine Saloum. Et donc, vous commercez directement avec les populations locales et vous leur montrez le type de marchandises que vous apportez. Tout le monde donc était intéressé par cette marchandise qui vient de l'Europe. C'est donc la pacotille, comme vous l'appelez. Vous comprenez? Mais en même temps, on créait des guerres à l'intérieur de nos royaumes et on donnait des armes aux différents rois. Et c'est les guerres qui permettaient d'alimenter le système de la traite négrière. On va vous dire, il y a aussi la traite transsaharienne. Faisons une part des choses. La traite transsaharienne a ceci de particulier. C'est que si vous regardez bien, elle est accompagnée par une idéologie religieuse, c'est-à-dire l'islam. Mais moi, selon mon interprétation, on devient serviteur d'un roi, d'un bourg, d'accord, surtout dans son armée, que quand souvent on n'arrive pas à payer un impôt. Il est arrivé à des moments, on dit que ce sont des razzias, mais faites attention. Le même système, la colonisation l'a réussi. Quand ils n'arrivaient pas, durant la colonisation, dans un village, à payer les taxes, on demandait une main-d'œuvre d'hommes qu'on recrutait comme tirailleurs dans le système colonial pour servir le non-paiement de la taxe, de l'impôt qu'on voulait collecter. Donc ça, ils l'ont hérité où ils ont repris un modèle qui existait dans nos États, que les bras forts participent à la collecte de l'impôt. Avec le système atlantique, le surplus de bras qui devaient participer aux armées
de collecte, ce surplus-là était revendu au système atlantique. L'histoire de l'île de Gorée commence par sa découverte en 1444 par des marins portugais sous le commandement de Denis Diaz. L'île fut baptisée Palmon, mais elle est également nommée Besekis dans des documents d'époque alors que les populations locales l'appelaient Bir ou Ber. Pour tous les voyageurs du monde, l'île de Gorée est directement associée à l'époque sombre de l'esclavage. Si les historiens peinent à cerner l'ampleur du marché d'esclaves qui a existé sur l'île, ils ont longtemps estimé qu'entre 900 et 15 000 esclaves ont été déportés depuis Gorée entre 1726 et 1848. Les Français s'implantent sur l'île le 1er novembre 1677. C'est l'esclavage. Si les historiens peinent à cerner l'ampleur du marché des esclaves qui a existé sur l'île, ils ont longtemps estimé qu'entre 900 et 15 000 esclaves ont été déportés depuis Gorée en 1726 et 1848. Les Français s'implantent sur l'île le 1er novembre 1677, mais les Britanniques leur disputent cette position jusqu'à la paix d'Amiens en 1802. L'île fut occupée par les Anglais de 1804 à 1817, puis rendue à la France. À Gorée, l'ancienne demeure de la seigneur Nicolas Papin, connue dans le monde entier sous le nom de Maison des Esclaves, est un lieu plus symbolique qu'historique. L'île de Gorée reste une place qui a joué un rôle non négligeable dans la traite par la présence de captiveries françaises et le nombre d'esclaves déportés. Au large des côtes du Sénégal, en face de Dakar, Gorée a été, du 18 au 19e siècle, le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Tour à tour, sous domination portugaise, néerlandaise, anglaise et française, son architecture est caractérisée par le contraste entre les sombres quartiers des esclaves et les élégantes maisons des marchands d'esclavage. L'île de Gorée reste encore aujourd'hui un symbole de l'exploitation humaine, un sanctuaire pour la réconciliation. Contemporaine. Donc j'étais justement au niveau du moment où les Européens étaient arrivés en Afrique. Vous avez parlé de la position de Gorée, du Sénégal, pourquoi ils ont préféré cette partie. Ce n'est pas que le Sénégal, toute la bordure atlantique, l'océan Atlantique. Donc ils sont installés là-bas. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, ils vont apprendre à connaître l'Afrique. Ils vont apprendre, parce que j'ai déjà parlé de la traite négrière. Et la traite également sera abolie. Et au moment où ils savaient que cette traite allait disparaître, ils ont commencé à visiter l'intérieur de l'Afrique, histoire de s'inquiéter de la situation. On parle des explorateurs et des missionnaires, histoire de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Effectivement, ils se sont rendus compte que l'Afrique était très riche en ressources. Donc, puisque les hommes n'étaient plus nombreux, le commerce ne pouvait pas continuer, donc il fallait arrêter le commerce et aller exploiter les ressources. Ils avaient besoin également de ces hommes qui restaient ici pour pouvoir exploiter les ressources. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont installer l'entreprise coloniale. La colonisation va commencer à partir de ce moment-là. Donc, entre l'arrivée des Européens et le début de la colonisation, il y a une période à comprendre ce on commencer par la traite avant que la colonisation ne se réalise. Voilà.
fondation de Saint-Louis est le résultat de processus commencé dès 1638 avec la présence française et la création d'établissements commerciaux, mais officialisé en 1659 avec la construction du fort et le choix du nom. Même si la ville n'a été fondée qu'en 1659, les présences françaises existaient dès 1638, préparant le terrain pour l'établissement du comptoir colonial qui portait le nom en l'honneur du roi Louis XIV, roi de France. Cependant, le fort est alors construit sur une île inhabitée connue des habitants sous le nom d'Ar en 1658. En effet, cette île est supposée hanter sous le diagne de Sor, le chef local, la loue contre un paiement annuel relativement modeste. Les Français étaient présents à plusieurs petits comptoirs dans la région de la ville depuis les années 1610-1620, où ils deviennent les Européens dominants. Auparavant, la région a été disputée entre les Portugais, les Hollandais et les Français. En 1689, le religieux français Jean-Baptiste Gaby, dans un récit de voyage en écriture, présente l'île et les rives du fleuve Sénégal, comme encore en partie couverte de mangroves à palétivier. La ville fut un très important centre de commerce de l'or, de la gomme arabique, de l'ivoire et de l'esclavage en Afrique. Dès la Révolution française, ses habitants eurent un statut de citoyenneté, devenant citoyens français. De ce fait, la traite des esclaves vers les Amériques s'est étendue sur les 3 siècles sur les côtes africaines, Gambie, Sénégal, Bénin, Ghana. Les centres concentrationnaires des esclaves africains, importance pour l'Amérique depuis l'actuel Sénégal, furent Saint-Louis du Sénégal, Rufisque, Saly Portudal, Ziguinchor, Carabane et dans une moindre mesure Gorée. Donc, ça ne me plaît pas trop qu'on s'attarde un peu à parler de formes de collaboration ou de formes de contact, de rapport qui existaient entre nos ancêtres, d'accord, et le système atlantique, qui est celui de la traite négrière à l'époque en fait. C'est des enjeux où c'est des rapports, comment dominer le fleuve et quelles sont les populations avec lesquelles il faut entrer en contact pour pouvoir mener les activités de traite négrière, de captivité et ainsi de suite. Mais à l'époque, les personnes les plus connues qui jouaient réellement un rôle aussi. On était aussi à une époque où on parlerait du Grand Jolof, mais les personnes qui ont joué un très grand rôle, ce sont les Maures, ceux qui sont dans le Sahara. Ils ont joué un rôle prépondérant au niveau du fleuve Sénégal et dans les rapports entre le système colonial dans sa connotation traite négrière esclavagiste et nos populations locales. Ça, je ne crois pas. Bon, c'est en histoire, il faut chercher. Mais je n'ai pas de connaissance de rôle comme de résistance ou de révolution contre la traite négrière dans cette fourchette temporelle en fait. C'est plus une époque où le système était sur les côtes et essayait de chercher des personnes avec lesquelles entrer en contact sur le terre-plein pour pouvoir mener ces activités de traite négrière. Mais aussi, c'est une époque aussi où il y avait une forte rivalité entre les nations occidentales pour dominer la côte. Vous comprenez? Donc ça va être très difficile de parler de nos ancêtres avec cette fourchette-là. Elle est trop courte en fait. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons connu ce qu'on appelle le commerce transsaharien. Ensuite, nous avons connu ce qu'on appelle le commerce atlantique. C'est le commerce atlantique qui a été à l'origine de l'installation pratiquement de toutes ces compagnies qu'on appelle les compagnies hollandaises, les compagnies portugaises, les compagnies espagnoles ici dans l'espace sénégalien. Ensuite, il y a la période coloniale, la période de la conquête. Parce qu'après, quand les États se sont installés, quand l'esclavage est arrivé, il y a eu des luttes entre ces États-là et les compagnies esclavagistes.
des compagnies esclavagistes, que ce soit des compagnies anglaises, hollandaises ou françaises, notamment françaises. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il faut expliquer, disons, pas seulement la naissance de Saint-Louis en tant que comptoir, mais aussi la naissance de tous ces comptoirs qui existent le long de la vallée. Des comptoirs qu'il fallait mettre en place pour le commerce, mais aussi pour la conquête des forts militaires. Si vous allez dans le nord, vous allez trouver beaucoup de forts militaires. C'est quand Faidherbe devait effectivement conquérir le nord du Sénégal. Il y a eu des luttes entre Faidherbe, non seulement entre Faidherbe et les chefs locaux, mais il y a eu des luttes entre Faidherbe et les chefs musulmans, notamment El Hadji Omar. Donc l'histoire du Sénégal, on peut essayer de regarder la tranche chronologique, mais toutes ces périodes-là, ensuite l'état des théocraties. Nous avons connu des théocraties musulmanes dans l'islam sénégalais pour effectivement lutter contre l'esclavage. Il y a eu des théocraties qui sont là. Donc l'histoire de Saint-Louis, effectivement, est rythmée par la présence française sur la côte, la présence des différentes puissances, que ce soit les puissances françaises, anglaises ou portugaises sur la côte, mais aussi l'histoire de Saint-Louis est liée à l'histoire coloniale, c'est-à-dire l'histoire de la colonisation. Ça, c'est le 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on commence à vivre cette histoire-là. Mais avant, il y avait certes une colonisation, mais la colonisation, parce que Faidherbe, la conquête du Sénégal, et c'est le 19e siècle, 1854, qu'on a conquis le Sénégal, et que le Sénégal est né. Mais avant, il y a eu quand même des États avant la conquête coloniale. Donc il y a la période ancienne, il y a la période médiévale, il y a la période moderne et contemporaine, où il y a des événements qui ont rythmé la vie des Sénégambiens, entre le commerce transsaharien, la naissance des grands empires, ensuite la naissance des États modernes, ensuite, avant l'occupation coloniale, le commerce local, comme vous dites, mais le commerce de l'esclavage, qu'on appelle le commerce atlantique. Mais ensuite, quand les États ont disparu, ou bien quand on nous a battus, quand on nous a vaincus, on nous a imposé un système colonial qui existe et qui persiste jusqu'à nos jours. méttiwul depuis bu suba ba léegi lekkuñu café sax naanuñu ko di xaar koo xam ne ñun ñu toog wax ne moom nekk fi dafa voyage keneen ki ñu dem ci moom ñu ne dafa nekk di subee kii examen bac il faut bala ñu ko gis il faut ñu bac ba pare IFA ni mu toll nii yëpp ñaari nit ñooñu donc ñooñu ci mën a jox information ci Sénégal yëpp depuis mu ne foofu dina baax depuis woo waa ji mu ne il faut 2 semaines waaw waa ji il faut 2 semaines loolu laa wax IFA la ñu jéem a génne suñu bopp xoolal ci boppam ci dëgg léegi lan ngay tegal xaar bi ne amuñu ñun ñu wax rek pour léegi ki doon waxal léegi Moustapha. ah mooy Moustapha professeur. oui j'arrive. léegi man dinaa ko bind après bu mu mën a defal benn voix off. dans ce cas ñu dugal ko si documentaire voix off rek lay nekk. oui c'est possible. Alhamdulillah nous sommes des étudiants au Sénégal. Nous sommes genre des étudiants qui apprennent le cinéma. En même temps, on est venu aujourd'hui pour faire un documentaire sur l'histoire du Sénégal entre 1638 et 1738. waaw gars yi ñoom mënuñu woon bàyyi sax ñoom duñ nangu sax ñu dugg sax xool. même salle bi saa mooy joxe autorisation.